Nous allons accueillir maintenant Aurélie Clément-Truise, qui est directrice du département des expositions, donc de Lima, l'Institut du monde arabe. Bonjour et bienvenue. Installez-vous donc pour cette exposition qui va durer jusqu'au 21 juillet, qui s'appelle Foot et monde arabe, la révolution donc du ballon rond. Première question, elle est toute simple, puisque nombre d'entre nous l'ont visité. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition ? On peut voir 11 histoires de football qui vraiment mettent en lien cette passion du football dans le monde arabe, mais aussi la France. Et donc, on présente des photos, des vidéos, des extraits de matchs, mais aussi des objets iconiques, dont les 2 Coupes du Monde gagnées par la France en 98 et en 2018. Est-ce qu'on peut savoir, Aurélie, qu'est-ce qui a poussé Lima, justement, à proposer cette exposition qui est quand même tout à fait atypique, non seulement par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais par rapport au monde de la culture en général ? C'est Jack Lang qui en a eu l'idée, il y a 2 ans maintenant, en se disant « mais c'est incroyable, le football, c'est une passion incroyable dans le monde arabe. Il n'y a jamais eu d'exposition ou d'études réelles sur ce sujet-là. Lima a peut-être quelque chose à faire sur ce sujet. Donc on a décidé de travailler pendant 2 ans avec un comité scientifique, avec des chercheurs, des historiens, sur ce lien qui unit le football et le monde arabe. Et ça donne aujourd'hui cette exposition où on a effectivement essayé de mélanger à la fois des documents d'archives, on a travaillé avec la FIFA. Est-ce qu'il faut être fan de foot pour aller à la découverte de cette exposition, ma chère Aurélie ? Non, c'est ça qui est intéressant. Non, Vous confirmez, super. Non, on a voulu vraiment s'intéresser à plein d'histoires à travers le football. Donc ça peut toucher tout le monde, puisqu'on a des histoires politiques, sociales. On parle de l'équipe du FLN qui a défendu l'indépendance de l'Algérie. On va vraiment essayer de raconter plein d'histoires en partant du football. Donc finalement, tout le monde peut y trouver son compte. Les grands, les petits, ceux qui connaissent le foot, ceux qui n'y connaissent rien. C'est vraiment pour tout le monde. On se souvient qu'il y a eu, par exemple, les tentatives de Douglas Gordon et de Parreno, enfin, d'artistes, j'allais dire classiques, contemporains, s'intéresser au football avec ce portrait de Zidane. Mais c'est pas très fréquent. Qu'on intègre le sport dans une institution comme celle-ci. Non, et c'est un mélange des genres qui reste encore compliqué. Effectivement, sport et culture, c'est pas toujours évident de croiser les deux, mais c'est un beau challenge, justement. Et de montrer qu'à travers le sport, on peut vraiment aborder plein de sujets très, très différents. Et le sport est un vecteur incroyable. Déjà, c'est vraiment un moyen pour réunir beaucoup de gens. Et ça, c'est intéressant. C'est un moyen aussi pour intéresser un jeune public. Et à les faire venir dans une institution culturelle. Aujourd'hui, c'est pas évident d'attirer ce jeune public par le biais du sport, par le biais du foot. C'est quelque chose qu'ils connaissent plus facilement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, présenter les 2 Coupes du Monde gagnées par la France, qu'on ne voit sinon jamais, c'est aussi un moyen de les rattacher à cette histoire et de leur expliquer que, vous voyez, il y a ces Coupes du Monde, mais il y a une histoire derrière. Qu'est-ce qu'on peut raconter derrière ça ? Comment on peut creuser un peu cette unité nationale autour de la victoire des Bleus, par exemple. Donc c'est plein de moyens comme ça pour aussi ouvrir à de nouveaux publics. Aurélie, est-ce qu'il y a des événements, alors là, il y a l'exposition en elle-même, mais est-ce qu'il y a jusqu'à la fin du mois de juillet, des événements qui se greffent sur l'exposition? Oui, on a toute une programmation assez riche. On a des ateliers pour les enfants, mais il faut savoir qu'il y a une actualité foot qui arrive avec la Coupe du Monde féminine qui a lieu en France en plus à partir du 7 juin. Il y a également la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en Égypte à partir du 21 juin. Donc tout ça, ça va être aussi des événements où on va pouvoir retransmettre des matchs en direct à l'Institut du monde arabe. Et puis surtout, on a sur le parvis devant l'Institut du monde arabe, on a construit un stade, un city-stade, voilà, pour qu'on puisse jouer. C'est-à-dire que c'est intéressant d'aller voir une exposition et de se cultiver, d'apprendre des choses, mais à un moment donné, c'est aussi intéressant de taper dans le ballon et de dire à tous nos visiteurs, venez avec votre ballon, venez jouer. Et cette dimension aussi ludique, elle est importante dans l'exposition. Question, Estelle. Non, parce que c'est amusant, il y a aussi des trois points pour faire commentateur sportif. Oui. Ça, c'est aussi drôle, c'est le fait qu'on interagisse. Moi, j'ai proposé à Sylvestre, qui est comme moi, et dingue de ballon rond, qu'on fasse un défi tous les deux. Mais c'est vrai que c'est très chouette de vouloir de vouloir intégrer le public comme ça. Je pense que ça fonctionne bien, ça, ce genre d'idée. Oui, on voulait vraiment qu'il soit acteur aussi dans la visite de l'exposition. Question, Michel. Puisque l'intitulé c'est Foot et monde arabe, si je me rappelle bien, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de spécifique à tout le monde arabe dans sa relation au foot par rapport à des relations, on va dire, nationales au foot ailleurs dans le monde ?
ou pas? C'est... Oui et non. C'est la ferveur du foot dans le monde arabe, elle est incroyable. Si un jour vous vous retrouvez au Caire, lorsqu'il y a un match entre le derby des deux clubs du Caire, Zamalek et Al Ahly, je pense que vous ne vivez ça nulle part ailleurs dans le monde. Et même des grands sportifs qui ont visité l'exposition m'ont dit, mais c'est des moments dingues en fait, parce que la ville est en feu avant et après le match, et tout s'arrête pendant le match. Donc cette ferveur-là, elle est quand même très spécifique au monde arabe. Question et présence de Lima sur les réseaux sociaux avec vous, Laura. Ah oui, j'ai été voir le compte Instagram de Lima et finalement on est un peu déçus puisqu'il n'y a pas vraiment vous jouez pas l'interactivité sur cette exposition-là alors qu'il y a plein de choses à dire et surtout, je pense, plein de visiteurs virtuels qui seraient curieux de pouvoir en voir plus. C'est possible, on va faire mieux. Non, mais vous n'avez pas eu envie de jouer cette carte de l'interactivité avec le digital ? Alors effectivement, c'est peut-être une dimension qu'on a moins développée par rapport à l'exposition. Aussi parce qu'on a envie que les visiteurs viennent dans l'exposition et la découvrent physiquement, j'ai envie de dire, ici à l'Institut du monde arabe. Mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on pourrait largement développer. Merci Aurélie d'être venue nous voir. Et Aurélie Gémant-Ruiz, donc, qui est la directrice du département des expositions de Lima, à l'Institut du monde